Les mystérieux phénomènes inexpliqués de Yellowstone. Le parc national américain de Yellowstone se trouve dans le Grand Ouest américain. Sa plus grande surface, 96% de ses 9000 km², se trouve dans l'État du Wyoming, et le reste se trouve réparti dans l'Idaho et le Montana voisin. De tout temps, depuis son ouverture, en fait le 1er mars 1972, ce tout premier parc national américain, et même mondial, a fait l'objet de spéculations sans fin quant à des phénomènes paranormaux, ou pour le moins étranges et inexpliqués, qui s'y seraient passés. Depuis fort longtemps, les rangers du parc national, chargés de son exploitation et surtout de sa surveillance, avaient l'habitude de répondre à la masse de courriers qui y affluaient chaque jour. Et c'est vrai qu'ils connaissaient bien le parc national et ses spécificités pour le parcours chaque jour de long en large. L'immense majorité des courriers adressés au parc comportent des questions anodines et sans importance, mais empreintes d'une curiosité toute naturelle. Combien y a-t-il d'ours dans le parc? Quand est-ce que le geyser Old Faithful va-t-il exploser? Où pouvons-nous camper dans le parc? Quelle est la taille des plus hauts arbres du parc? Cependant, certaines questions plus rares, il est vrai, laissent perplexes. Ainsi, en 1980, l'un des membres des Rangers, le surintendant Thomas O. Hobbs, reçoit, à une semaine d'intervalle, seulement 2 lettres l'interrogeant sur la présence de l'insaisissable Bigfoot, créature mystérieuse et paranormale à l'intérieur même du parc. En effet, retenons que si elle fait régulièrement l'objet d'articles de presse et d'un intérêt marqué de la part des médias américains, toujours friands d'inhabituels et de sensations fortes, cette créature appelée Bigfoot par quelques chercheurs de phénomènes paranormaux et étranges aurait bien été aperçue, il y a une semaine à peine, non loin de là, plus précisément à Jackson, dans le Wyoming. Il n'était certes pas aisé de répondre à ces 2 missives, du moins selon les formes habituelles de réponse qui étaient employées. En effet, si la documentation à disposition des Rangers et leur bonne connaissance des uns et coutumes du parc permettait de répondre à presque tous les courriers qui arrivaient et donner ainsi largement satisfaction aux demandeurs, là le cas était bien plus épineux. Après réflexion, une réponse laconique, neutre et dénuée de toute passion, fut néanmoins adressée en retour. La règle était en effet de toujours répondre et de le faire au mieux des souhaits des demandeurs, mais aussi des intérêts du parc national. Mais trouver ces 2 missives, et peut-être d'autres, dont nous ignorons encore l'existence, dans une marée de correspondances traitant des animaux du parc, des plantes qui y poussent, des lieux de convivialité, les magnifiques paysages à ne pas manquer, les horaires de passage des navettes aux différents points du parc national, et enfin, toutes les autres utilités maîtrisées, démontrent bien quand même l'intérêt porté à ces phénomènes. Yellowstone aurait donc, et depuis longtemps sans doute, une place de choix dans ces phénomènes étranges et mystérieux. En 1880, peu après l'ouverture donc, un rapport fait état d'un phénomène bruisant dénommé la musique du lac. En ce temps-là, ce rapport a déjà interrogé et inquiété. Il décrit un phénomène acoustique, bruisant, bourdonnant, qui se déplacerait à travers le lac Yellowstone. L'un des premiers ingénieurs travaillant dans le parc, Hiram Chittenden, fait référence à ce propos, à un son aérien, un glissement de son
des sons étranges, indéfinissables, des cris, des hurlements inconnus, de la pratique musicale en tout cas, qu'il décrira-t-il très exactement dans son livre intitulé Yellowstone National Park. Ces bruits seront effectivement remarqués par des explorateurs du parc, notamment sur les lacs Yellowstone et Shoshone. D'aucuns affirment que de nos jours encore, ces bruits seraient perçus par les fines oreilles de certains explorateurs ou campeurs. Tout cela répété, redit, a intrigué les autorités du parc national et de l'État du Wyoming, lesquelles ont conduit des études scientifiques à ce sujet. Cependant, au vu des connaissances actuelles et actualisées en permanence de la science, aucune réponse suffisante et compréhensible n'a malheureusement pu être livrée à ce sujet. Dans les archives du parc national, les lettres adressées jadis déjà et aujourd'hui encore s'entassent en tas impressionnants d'archives, aux côtés des réponses faites et envoyées. Rien, cependant, ne vient y confirmer ou infirmer la véracité des faits et leur authenticité indiscutable, qu'il s'agisse de l'existence du Bigfoot ou d'autres créatures cryptides ou de la musique du lac. Mais cela nous laisse quand même grandement interrogateurs face au parc national de Yellowstone. Le sujet que nous abordons ici reste empreint de mystère et d'étrangeté. Certes, le rationnel et la pensée rationnelle n'y ont pas leur place. Mais néanmoins, il nous faudra de l'intelligence, un peu d'imagination pour bien comprendre de quoi il s'agit et parfaitement appréhender le sujet. Le mot cryptide fait référence à une créature dont on pense qu'elle peut bel et bien exister, mais dont l'existence n'est certifiée par aucune preuve, aucun élément tangible, comme une empreinte laissée au sol ou sur une paroi, une trace biologique, une photographie ou le récit d'une rencontre. Le mot date des années 1980. Il est donc récent dans son usage entre initiés et chercheurs. Mais la quête par l'homme des cryptides remonte en fait à des siècles. S'il n'y a pas non plus, à travers le monde, de zones privilégiées où il y aurait potentiellement des cryptides. Il semblerait que les États-Unis soient devenus le paradis des chercheurs de cryptides. On appelle ces chercheurs et découvreurs des cryptozoologues. Le but ultime de leur investigation et de leur recherche, menée partout à travers le monde et aux États-Unis donc, surtout dans l'État de Virginie, est de prouver l'existence de telles créatures et des phénomènes qu'elles peuvent engendrer. On cite ainsi comme cryptides possiblement hébergés en Virginie, Grafton, le Sasquatch, Charlie Yo ou encore le dragon de Cumberland. D'autres cryptides, comme le très populaire Bigfoot, auraient même au fil du temps et de leur histoire tumultueuse, essaimé à travers tous les États-Unis. Là aussi, c'est possible et c'est admis par les connaisseurs du sujet. Et le réputé Bigfoot serait en fait un parent proche ou éloigné, cela reste à déterminer, d'un descendant des Gigantopithèques, des singes géants très velus, dont la race est aujourd'hui éteinte et l'espèce éradiquée. L'histoire dit que si d'aventure vous passez vos vacances dans la région de Canyon Valley Resort, un grand parc d'État américain, situé à l'est du pays, dans l'État de Virginie occidentale, gardez surtout vos yeux bien ouverts et tous vos sens en éveil. Car si la chance vous accompagne, alors vous croiserez peut-être un Bigfoot. Il se plairait en effet dans ces régions immenses, un peu isolées, surtout très humides, situées tout à l'est du fleuve Mississippi.
Un autre mystère existe dans cet État américain de Virginie occidentale, décidément très propice à ces phénomènes étranges et inexpliqués. Durant l'été 1952, 3 jeunes garçons jouaient dehors, dans la région de Flatwood, lorsque leur attention a brusquement été attirée par une traînée de lumière rouge dans le ciel. Cette vive traînée rouge s'est dirigée vers une ferme voisine. Accompagnés de leur mère et d'autres enfants aussi, ils voient un être étrange et curieux, dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence un instant auparavant. Le lendemain, un quotidien local le décrira comme un monstre ressemblant à Frankenstein, avec des yeux particulièrement brillants, un corps rouge sang, un visage brillant aussi. On l'estime haut de 10 pieds au moins, soit 3 mètres environ. L'apparition prendra vite le surnom de monstre de Flatwood. Il déclenchera toute une série d'observations entreprises par les forces aériennes américaines au sujet des objets volants non identifiés, appelés aussi OVNI. Certes, le monstre aurait disparu aussi vite qu'il est apparu à ses témoins crédules, mais rien ne dit qu'il ne reviendra pas, ou qu'il n'est pas parmi eux en Virginie occidentale. Dans la petite ville de Sutton, en Virginie occidentale, 2 musées distincts ont été créés pour illustrer ces phénomènes. Le musée Bigfoot et le Flatwood Monster Musée attirent chaque année, dans les salles et leurs espaces aménagés, des centaines de curieux, chercheurs intéressés, chasseurs de phénomènes, quelques scientifiques aussi. Et comme un phénomène curieux n'est jamais seul dans une région, un autre cryptide fera parler de lui entre 1966 et 1976. Il s'agit de Mothman, surnommé aussi l'homme papillon ou l'homme phalène. Haut de 7 pieds, soit une taille tout à fait respectable de plus de 2 mètres, cet animal mi-homme, mi-oiseau dispose de 2 ailes ayant une envergure remarquable de 3 mètres, une fois totalement déplié. Un biologiste réputé, le docteur Robert L. Smith, lui trouve une étrange ressemblance avec la grue du Canada. D'autres avis le classent dans la catégorie des hérons hors normes. C'est le 12 novembre 1966 qu'un groupe de fossoyeurs, occupés à travailler à l'aménagement de diverses tombes à Clondenin, non loin de Point Pleasant, affirmera avoir vu un homme très grand et ressemblant à une silhouette furtive qui volait bas à travers les arbres, près du cimetière où ils intervenaient. Ils sont unanimes quant à la description qu'ils ont faite et à l'évolution de la chose dans le ciel. Cependant, si le phénomène les a certes inquiétés, ils n'y ont pas, par la suite, pas prêté plus d'attention que cela. Et 3 jours plus tard, le 15 novembre donc, 2 jeunes couples ont signalé à la police qu'ils avaient repéré un grand homme gris, lui aussi décrit comme grand et imposant, volant bas dans le ciel, aux yeux rouges. Cela se passait alors au nord de Point Pleasant. Eux aussi sont unanimes dans les descriptions qui sont concordantes. Sans surprise, au cours des jours et des mois et des années qui suivent, de nombreuses observations d'une créature similaire, appelée alors Mothman, ont été signalées, toutes dans la région de Point Pleasant et dans ses environs. Toutes les descriptions vont dans le même sens et ne divergent que de très peu. Il semblerait qu'il s'agisse de la même créature et du même phénomène. Enfin, le 15 décembre 1967, le Silver Bridge, traversant la rivière Ohio, à Point Pleasant, a subi un effondrement soudain et inexpliqué. Curieusement, la disparition de Mothman, car on ne le reverra plus jamais après cela, est directement ou indirectement liée à l'effondrement du pont de Silver Bridge à Point Pleasant le 15 décembre.
Le pont, suspendu d'une longueur de 250 mètres, relie l'Ohio à la Virginie occidentale voisine. La route est stratégique et donc fort utilisée. Cet accident terrible causera la mort de 46 personnes. Les experts et ingénieurs mandatés par les autorités concluent à une fatigue structurelle des matériaux. D'autant plus que ce jour-là, le pont était tout particulièrement encombré de véhicules bloqués par de redoutables embouteillages en amont et en aval. D'aucuns avancent le fait que cette région du pont avait été, quelque temps auparavant, le phénomène d'apparition rare et totalement inexpliqué. Peut-être avance-t-il sur deux que Mothman n'a été qu'un avertissement avant l'effondrement du pont. Un écrivain américain, John Keel, relatera tout cela dans un étonnant ouvrage très détaillé intitulé The Mothman Prophecy. Un peu plus tard, en 2002, un film qui sortira dans les salles de cinéma américaines s'inspirera largement de ces faits. Richard Gere y tient un rôle prépondérant. Toujours est-il qu'aujourd'hui, une statue à l'effigie de Mothman trône à Point-Plaisant et que chaque année, un festival de musique annuel le célèbre sur place. L'affaire Dan Campbell. Encore une affaire de disparition réputée très inquiétante. Et elle se passe, une fois n'est pas coutume, aux États-Unis, dans le parc national de Yellowstone, dans le grand ouest du pays. À cheval sur plusieurs États. Elle concerne un homme, sans histoire et sans ennemi, qui disparaît mystérieusement lors d'une randonnée. Retenons deux choses pour bien comprendre cette affaire. D'une, la législation fédérale américaine, très complexe et très tatillonne, quant au cas de disparition de personnes majeures. Et d'autre part, la spécificité des parcs nationaux américains, véritable enclave avec leurs propres règlements, dans une Amérique déjà bien complexe à saisir, que même dorénavant, certains citoyens commencent à trouver pesante et incongrue. Daniel Campbell, que tout le monde prénomme Dan, disparaît le 6 avril 1991, sur le sentier de randonnée baptisé El Roaring Trail, situé à l'intérieur même de l'immense parc national de Yellowstone. Ce parc est le plus ancien du monde, puisqu'il a été ouvert en 1872, et c'est aussi le second du pays, compte tenu de sa superficie immense de près de 9000 km² et des richesses à perte de vue qu'il offre à voir. Il se trouve être à cheval sur 3 États, dont le Wyoming, qui compte 96% de sa superficie, le Montana et l'Idaho, dans ses développements plus au sud. Le jour de sa disparition, Dan Campbell, un homme d'allure sportive, grand et costaud, il pèse environ 80 kilos et est tout juste âgé de 42 ans, n'est pas seul dans ce parc et sur ce sentier.
Il est en compagnie de son fidèle compagnon à quatre pattes, Freckle, ce qui traduit veut dire tache de rousseur, un fidèle berger australien qui aime le suivre partout. Il habite à Big Timber, dans l'état voisin du Montana. Il a prévu de partir 2 jours et de rejoindre par ce sentier, réputé et classé comme difficile, et réservé aux seuls randonneurs bien confirmés, le site de Jardine. Il s'était donc équipé en conséquence. Pour un randonneur aguerri comme lui, de surcroît habitué à ce parc national, rien que de très normal jusque-là. Son arrivée à Jardine était programmée pour le 8 avril, dans la matinée si ses plans se déroulaient bien. Des panneaux de signalisation demandent bien aux randonneurs de rester sur le sentier, surtout là où s'amorcent des descentes sévères vers la rivière ou le pont suspendu. Mais Dan Campbell a-t-il bien respecté toutes les consignes? Nous ne le saurons malheureusement jamais. Toujours équipé de son sac à dos, contenant tout ce dont il a besoin, notamment du matériel de survie, Dan Campbell est un randonneur plutôt aguerri. Il sait parfaitement survivre en milieu hostile et vivre en totale harmonie avec la nature, sans aucun problème. Il sait aussi, en cas de danger, se fondre dans le paysage qui l'environne. Le temps est mauvais et une tempête de neige hivernale tardive frappe la région et le parc national. Brume tenace, neige et vent glacé sont de la partie. Ce n'était peut-être pas le moment idéal pour aller randonner, mais Dan Campbell ne renonce pas, au contraire. Un élément important à savoir, dans le cours de cette histoire, est la situation financière délicate de Dan, à ce moment-là. Après des choix hasardeux et des investissements désastreux qui l'ont ruiné, Dan n'a d'autre choix que de se procurer de l'argent, de façon licite ou illicite. Dan Campbell sait que les bois d'Élan et de Wapiti sont très convoités des Américains, mais aussi des touristes qui n'hésitent pas à payer très cher ces trophées devenus rares au fil des années. Mais il sait aussi, hélas, que la traque de tels bois de cervidés est strictement interdite dans les parcs nationaux américains. Même si les cervidés les ont perdus au sol lors de leur brame et de leur mue. C'est ainsi, et la réglementation est draconienne à ce sujet. Alors, prudent et rusé, Dan Campbell, s'adonnant à cette activité totalement illégale, avait rassemblé plusieurs bois trouvés ce jour-là. Il les avait entreposés dans un endroit sécurisé pour lui, prêt à revenir les chercher plus tard. Mais le 8 avril, Dan ne sera pas au rendez-vous de Jardine. Sa petite amie, inquiète de ne pas le voir arriver, l'attendra en vain tout au long de la journée et se résoudra finalement à signaler sa disparition. Elle en informe également les 3 frères de Dan Campbell, qui se mobilisent eux aussi pour tenter de le retrouver. Les gardiens du parc, qu'on prénomme les Park Rangers, partent à sa recherche. Ils ont l'habitude de retrouver très régulièrement des randonneurs qui se blessent, parfois sérieusement, parfois plus légèrement, ou se perdent dans ces endroits particulièrement escarpés et sauvages. Les Park Rangers apprennent aussi, par une indiscrétion, le but initial de la randonnée entreprise par Dan Campbell. Le secret pouvait difficilement être gardé, compte tenu de sa subite disparition. Cela change du tout au tout leur regard sur cet homme qu'ils recherchent, même s'ils ont conscience que cette pratique existe en réalité à cette période de l'année et qu'elle est en fait pratiquée par de nombreux randonneurs. Et Dan Campbell est l'un d'entre eux. Et l'immensité du parc national, la faiblesse de leur effectif, les difficultés d'accès et de surveillance aussi d'une telle zone rend leur lutte vaine. Le mauvais temps des premiers jours de recherche ajoute encore à ces difficultés.
Après plusieurs semaines d'efforts, les recherches entreprises au sol, où la neige a finalement fondu et par voie aérienne, ne donnent cependant rien. Il faut se résoudre à l'évidence. Il n'y a aucune trace de Dan Campbell et de son chien Freckles. Les park rangers, même s'ils ne s'en s'ouvrent pas à la famille et aux proches, gardent quand même l'espoir de retrouver le corps de l'homme et du chien. Si d'aventure ils avaient succombé au mauvais temps ou à un accident fatal. De cela aussi, ils ont une vieille habitude. Les 3 frères de Dan Campbell, persuadés que leur frère est toujours encore en vie, ne se satisfont pas de l'enquête en cours et de ce premier résultat. D'autant que des randonneurs, eux aussi présents dans la région, signalent avoir entendu des coups de feu dans le parc national durant les 2 jours de disparition de Dan Campbell. L'interpellation de campeurs, vite catégorisés suspects, se déplaçant à l'intérieur du parc national à bord d'un camping-car, porteur en outre d'armes à feu et de munitions. Mais les enquêteurs ne disposent pas, selon eux et selon la législation américaine, de moyens d'approfondir leurs recherches, notamment au moyen d'analyses biologiques ou de police scientifique. Ce que les 3 frères et la petite amie de Dan Campbell ne comprennent pas et reprochent aux autorités. Ils ouvrent là une perspective de crime de sang dont aurait été victime Dan Campbell. Au cours de l'année 2000, ils engageront une procédure à l'encontre du bureau du shérif local. Nous avons évoqué ci-dessus les spécificités relatives aux parcs nationaux américains et à la législation fédérale. Car l'enquête est ouverte, soit pour disparition inquiétante, soit pour affaire criminelle. Cela donne des moyens très différents aux enquêteurs et oriente l'enquête d'une façon ou d'une autre, souvent radicale. Mais c'est ainsi aux États-Unis, à l'inverse de notre système de droit français. Plusieurs mois après, Dan Campbell n'a malheureusement toujours pas été retrouvé, malgré les recherches, ponctuellement toujours en cours dans la zone où Dan Campbell aurait pu disparaître. Si l'hypothèse de son activité délictuelle, strictement interdite, n'a pas pu être confirmée de façon formelle, elle reste cependant la piste privilégiée par rapport à un simple égarement ou à un accident. Un moment évoqué, la piste de la disparition volontaire, organisée et programmée par Dan Campbell lui-même, notamment pour fuir ses difficultés financières récurrentes, sera finalement abandonnée. Rien n'abonde en effet dans ce sens, et les 3 frères ainsi que la petite amie réfutent absolument cette hypothèse. L'enquête est toujours en cours, mais depuis bien longtemps, aucun élément nouveau n'est venu enrichir le dossier. Dan Campbell aurait aujourd'hui 74 ans. Dan et Freckles sont toujours portés disparus. L'affaire Timothy Barnes. C'est une nouvelle affaire de disparition présumée inquiétante qui nous accapare aujourd'hui. Elle aussi, mais comme tant d'autres auparavant, est un concentré de suspense, de mystère, d'incompréhension, autour de la disparition d'un être cher, sans raison logique et rationnelle. Revenons donc sur les quelques circonstances connues, et par leur rareté, elles sont d'autant plus précieuses, de la disparition de ce jeune homme. Timothy Barnes est un ressortissant américain. Il résidait à Rancho Cucamonga, une commune du comté de San Bernardino, dans le bel État de Californie, tout là-bas dans l'Ouest américain, connu pour sa démesure, ses villes gigantesques, ses activités sportives, nautiques et de loisirs menés à tout va et à outrance, mais aussi son climat généreux, chaud et sec.
C'est aussi une région viticole où un vin californien, le Zinfandel, est produit de façon intensive pour la consommation américaine mais aussi exporté depuis quelques années maintenant à travers le monde. La ville et la région sont en pleine expansion économique et démographique. On y compte 160 000 habitants. Le mardi 5 juillet 1988, vers 9 h du matin, il quitte la ville de Tenaya Lake, au bord du lac d'altitude, situé tout près de l'autoroute 120, tout à l'est de Tioga Road. On est dans la montagne, à près de 2500 mètres d'altitude. Il fait beau et sec. Ce jour-là, il avait prévu d'entreprendre une randonnée qui devait le mener des célèbres sources de Murphy Creek, alimentant le lac, plus haut encore à 2671 mètres, au bord des lacs Polydolm, le tout étant situé dans l'immense parc national de Yosemite. Tous ces endroits se situent à 5 km à peine de Tenaya Lake. On les atteint donc facilement en randonnée et en marche à pied sur des sentiers balisés. Nombre de randonneurs californiens, mais aussi étrangers à la région, y viennent pour admirer la beauté des paysages, qui est à couper le souffle. C'est donc une randonnée sans histoire, plutôt facile, qui s'annonce pour Timothy Barnes ce jour-là. C'est du moins ce qu'il espère. De surcroît, on sait que c'est un marcheur et un randonneur aguerri. Il avait planifié son retour en fin de journée, pour 16h30 environ, car d'autres occupations devaient meubler sa fin d'après-midi et sa soirée. Mais hélas, Timothy Barnes ne reviendra pas à l'endroit prévu, ni à l'heure prévue. Dans la soirée, ses amis, inquiets de ne pas le voir réapparaître et n'ayant aucune nouvelle de lui, ce qui n'est absolument pas dans ses habitudes, lui qui était plutôt jovial et festif, font part de sa disparition aux autorités et aux gardes forestiers du parc national de Yosemite. Sa disparition est officiellement signalée. Les park rangers entreprennent des recherches à l'intérieur du parc, à pied et en véhicule tout-terrain. Mais rien, aucune trace de ce jeune randonneur porté disparu. Pas d'effet personnel retrouvé, pas d'indice de son passage à un quelconque endroit. Absolument rien, comme s'il s'était volatilisé. Plus personne ne reverra Timothy Barnes au-delà de cette date fatidique du jeudi 5 juillet 1988. Ni les gardes forestiers du parc, ni ses amis et ses voisins. À croire qu'il s'est subitement volatilisé. La piste s'arrête net à l'entrée du parc national de Yosemite. Au-delà, il n'y a rien que des suppositions, des hypothèses, des conjectures avancées par les uns et les autres. Cela, à l'évidence, part d'un bon sentiment, mais aucune ne repose sur des fondements solides. Car tout a été envisagé par ses amis, même les pistes les plus improbables, parfois à regret et contre les évidences. Les impressions qu'ils se sont forgées, comme la disparition volontaire subite. L'enquête s'enlisera vite, une affaire chassant l'autre. Timothy Barnes ne donnera plus signe de vie, plus jamais. Sa vie s'est arrêtée brutalement un certain mardi 5 juillet 1988. 2 ans après sa disparition, Timothy sera officiellement déclaré décédé. Sur le seul plan administratif, cela soulage ses proches, mais ne calme pas leur angoisse. Pétris de courage et d'abnégation, ils espèrent toujours, malgré le manque flagrant d'indices, de preuves, d'éléments de nature à orienter leurs recherches. Ils espèrent toujours retrouver Timothy Barnes.
La mystérieuse île italienne de Poveglia. Il en est des îles comme des hommes. Certaines sont sans histoire et accueillent la vie comme si de rien n'était. D'autres, souvent méconnues, parfois bannies, ont toujours été nimbées de mystères, de voiles d'obscurantisme et d'histoires surnaturelles. Là aussi, rien n'y fait, à croire que le diable en personne y a donné rendez-vous avec certains de ces sujets. Intéressons-nous donc à cette île mystérieuse du nom de Poveglia, située dans la lagune de Venise, au nord-est de la botte italienne. Car Poveglia a, de tout temps, recelé bien des mystères étranges, des phénomènes curieux, où le paranormal le partage avec l'étrange et l'inexplicable. Poveglia, c'est en fait un minuscule bout de terre émergé, situé dans la lagune de Venise, en mer Méditerranée, tout là-haut, entre l'Italie et sa voisine la France. Coincé entre la ville elle-même, tentaculaire et démesurée, et la lagune du Lido. L'altitude y flirte en permanence avec le 0 mètre, tant on y a constamment les pieds dans l'eau. Et pour qui connaît la lagune de Venise, c'est peu dire. Son nom n'a pas grande signification, ni grande histoire linguistique. Il vient tout simplement de popilla, ou encore du vieux terme des Piopi, tous deux signifiant les peupliers, en langue italienne. Et il y en a beaucoup en effet qui brodent l'île. Sa surface est ridiculeusement petite, à peine 0,7 km². À vue d'œil, on pourrait dire que c'est un octogone, mais un octogone grossier. Ses côtes ne font pas plus de 300 mètres chacune, la partie sud de l'île étant de surcroît la plus étroite. C'est un village de pêcheurs italiens, dès les années 850 de notre ère, dans une région riche et prospère d'Italie. Quelques immigrés italiens, victimes de cabales et de procès d'intention historiques et politiques, y trouvent refuge, s'y installent et font vite prospérer l'île. On y bâtit des demeures, un village de pêcheurs, un port. Des viviers et des vignes donnant un vin léger et de qualité y prospèrent ainsi que quelques marais salants. Le sel étant en ces temps-là une richesse échangeable et commerciale à loisir. L'île devint même une république autonome, mais le temps de grâce ne durera pas, hélas. Le déclin s'amorce vite, dès 1379 en fait, à cause d'une guerre locale meurtrière. L'histoire mutine étant déjà inscrite dans les gènes de cette petite île. Une église qui a été érigée sera détruite, devenue trop vétuste et servira même plus tard de phare. C'est étrange comme destin pour un lieu de culte, consacré, mais c'est ainsi. Nous sommes, rappelons-le, sur l'île de Poveglia. Quelques habitants continueront cependant à y entretenir, malgré les incessantes rumeurs, malgré les histoires paranormales qui circulent au sujet de l'île maudite. Un semblant de vie, mais l'éclat d'avant avait bel et bien disparu à jamais. De nos jours, devenue inhospitalière, elle est inhabitée. Elle reste administrée par la municipalité de Venise. Mais son passé est sulfureux et riche d'histoires bizarres, étranges, de demeures hantées, de fantômes lugubres, que la rumeur, les veillées du soir, les nombreuses fêtes, tant votives que païennes, ont eu vite fait de dramatiser et d'enrichir d'atrocités, de faits divers inavouables, de crimes de sang et autres disparitions étranges. Les quelques hommes y ayant résidé auparavant, tentant d'y vivre en paix, bien loin des tumultes vénitiens, se seraient en fait tous enfuis, eux aussi craignant pour leur vie, après avoir assisté à des phénomènes paranormaux des plus étranges, qui se répétaient inlassablement. Vision, hallucination, vérité? On ne l'explique pas en tout cas.
L'histoire contemporaine ajoute aussi que les pêcheurs traditionnels ne s'en approchent pas, même si ces eaux étaient jadis réputées poissonneuses, du fait de la position idéale de l'île, de ses courants, de ses faibles fonds. D'aucuns avancent même des histoires de filets de pêche relevés, qui étaient garnis d'os humains. Rien n'y fait, on ne coupe pas à la légende. On rapporte des cris rauques, entendus dans la nuit, cris humains longs et déchirants, terrifiants, vrais cris d'angoisse et de peur, cris poussés par des hommes et des femmes au bord de l'agonie et du supplice. On parle aussi d'apparitions subites et inexpliquées, plutôt d'ailleurs dans le mystique que dans le religieux. Plus vraisemblable est l'utilisation de l'île lors des grandes années de la peste noire sévissant en Europe, comme Lazare, lieu de quarantaine et d'isolement total, mais aussi de mouroir pour les pestiférés venus de toute la région et même de toute l'Italie. Nous sommes là au XVIe siècle et aucun pays d'Europe n'a malheureusement été épargné par le fléau. Sur l'île, de grandes fosses communes, abritant des dizaines de milliers de corps. On parle même à un moment donné de 160 000 morts, enterrés à la hâte, des bûchers immenses, visibles de très loin, retraçant toujours, lors des veillées et foires, cette période sombre de l'histoire de l'île. Jusqu'au XVIIIe siècle, les équipages des navires de commerce, suspectés d'être porteurs de la peste, y seront retenus en quarantaine forcée. On y fore des puits pour que l'île et ses ressortissants hébergés puissent vivre en totale autarcie. Remarquons à ce sujet que d'autres ports méditerranéens, comme Sète en France par exemple, auront les mêmes usages sanitaires et les pratiqueront longtemps encore. En 1922, le risque de la peste ayant quasiment été éradiqué partout en Europe, règlement sanitaire obligeant, l'administration vénitienne profitera opportunément des installations existantes pour établir un grand hôpital psychiatrique. On manquait en effet de place à Venise, même et sur la bordure littorale de la Vénétie. Las en ce début du XXe siècle, période où la psychiatrie moderne, du moins dans l'acceptation contemporaine du terme, n'existe pas encore. Les fous étaient considérés comme des êtres instables, dangereux, très largement incurables, et dont toujours tenus éloignés des autres, isolés et enfermés. Mais là, étrangement, sur l'île de Poveglia, des phénomènes inexpliqués vont très vite toucher cette population. On a vite fait d'attribuer tout cela à leur pathologie sévère, largement méconnue et dite incurable. En fait, on a été un peu vite en besogne. En ces années-là, la psychiatrie et ses effets n'intéressent guère grand monde dans le milieu médical. Et les médecins sont encore peu au fait des troubles cognitifs et de leur effet sur l'homme. Alors, on attribue tout ce qui se passe à tout va à la folie des hommes. Il est rapporté que certains patients auraient commencé à souffrir de visions paranormales sévères et constantes, auraient été fortement tourmentés, auraient entendu des voix venant de l'au-delà, auraient tenu des conversations avec des esprits. Tout cela a été peu analysé, peu étudié et trop peu documenté par les médecins, les soignants et les gardiens de l'île. Ce qui, si besoin était, ajoute encore à la couche de mystère et d'irrationnel. On rapporte aussi le cas d'un médecin, plus convaincu que ses confrères, peut-être scientifiquement plus curieux, et qui aurait étudié certains sujets, les aurait soumis à toutes sortes d'essais et d'expériences, très insolites et totalement inconnues jusque-là, les aurait même lobotomisés. Plus tard,
atteint lui aussi de troubles apparentés à la folie. Il se serait donné la mort sur l'île, n'ayant jamais pu rejoindre le continent. L'hôpital fermera finalement ses portes. Le site sera vendu et revendu à maintes reprises, sans jamais faire affaire. Aucun acquéreur ne se sentant en effet l'âme en paix pour y vivre et y faire prospérer une famille, une entreprise ou un commerce. C'est là le sport de ces îles sulfureuses, dont on ne sait rien de bien précis, mais dont on subodore 1000 mots terribles. Au cours du XIXe siècle, à l'époque autrichienne donc, l'île était transformée en centre de quarantaine, usage maintenu par l'Italie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, période peu glorieuse, pendant laquelle elle fut occupée par les soldats de l'Italie fasciste et servit de mouroir pour les prisonniers de la résistance italienne et servira largement de morgue. Plus tard, la guerre enfin terminée et les sévices patiemment apaisés, l'île accueillera encore une maison de convalescence et de repos, essentiellement pour personnes âgées. Cet usage perdurera jusqu'en 1968, où le projet est abandonné, faute de moyens financiers suffisants pour entretenir, restaurer, agrandir les installations devenues, au fil du temps qui passe, anciennes et obsolètes. Des curieux et quelques visiteurs aussi, hardis au départ, auraient cependant vite pris la poudre d'escampette, une fois le pied posé sur l'île, se jurant de ne point y revenir. On ne les y reprendra pas, foi de Vénitiens. Et l'île, certes inhospitalière, froide, inhabitée, sans âme, sans cœur, deviendra très vite, à partir de la moitié du XXe siècle, le paradis des chasseurs d'esprits, de fantômes, des curieux d'affaires paranormales, suiveurs impénitents d'étranges phénomènes, encore inexpliqués à ce jour. Certains y viennent passer quelques heures, d'autres, plus téméraires, pour y passer une nuit entière. Au début du XXIe siècle, l'État italien veut se séparer de l'île, comme pour d'autres biens publics qui ne rapportent plus rien, mais coûtant aux contribuables italiens une résolution de vente et prise. Et c'est l'agence gouvernementale des biens publics qui, finalement, mettra l'île en vente. La somme demandée est assez modeste. On aurait pu s'attendre à une plus forte valeur, mais c'est ainsi. Les diverses évaluations restant décidément bien basses. L'engouement des Vénitiens et des Italiens, s'il existe vraiment, est quand même faible et malgré les efforts louables d'une association locale, rien n'y fait. L'île n'est pas acquise. Les ressortissants italiens et vénitiens ont sans doute d'autres chats à fouetter en des périodes de restrictions budgétaires fortes et prévisiblement durables. Cela aussi s'entend. Seul un homme d'affaires italien, officieusement passionné et même déclaré féru du paranormal, tentera d'acquérir, en mai 2014, l'île pour une somme modique, en effet, pour ce modeste lopin de terre. Cependant très bien situé sur la lagune vénitienne. Son enchère était supérieure à celle de l'association vénitienne et il devait fort logiquement devenir le nouveau propriétaire de cette île. Son ambition était d'y développer un tourisme à la frontière du paranormal, de l'étrange, du mystérieux, de l'inexpliqué qui s'est déroulé sur l'île depuis sa découverte. Par mesure de sécurité, le gouvernement italien suspendra les visites sur l'île dès l'année 2004, officiellement en raison de certaines dérives y ayant eu lieu. Si l'idée de départ peut apparaître comme intéressante, et pourquoi pas, gardons-nous quand même de spéculer sur sa réalisation effective. Le projet prévoyait en effet un avenir fait plutôt de tourisme de masse, de construction d'hôtels et de résidences de luxe, en nombre non défini et à l'architecture douteuse. Tout cela paraissait alors trop peu encadré, trop peu conforme aux normes sanitaires, environnementales et écologiques,
actuel ni au but avoué de la vente. À l'heure actuelle, la transaction est toujours bloquée, mais personne, ni l'État italien, ni le riche homme d'affaires italien, ne renonce et la bataille juridique engagée s'annonce sévère et longue. On sait ce genre de sujet sensible, délicat et méritant réflexion, à propos et mesure. Le parc national Zion aux États-Unis. Situé aux États-Unis, plus précisément dans l'État de l'Utah, dans le Grand Ouest américain, le parc national de Zion est une réserve naturelle célèbre pour les falaises rouges et abruptes du canyon de Zion, situé en son milieu. Ouvert en 1909, il doit sa célébrité à sa topographie très accidentée, à ses montagnes magnifiques, à ses gorges abruptes et aussi à son climat aride mais généreux. Et même si ce n'est pas le plus grand des parcs nationaux américains, loin s'en faut, avec ses tout juste 600 km², on ne peut clairement pas le visiter en un seul jour. On est ici dans les Rocheuses et le Pacifique, ainsi que les grands espaces désertiques de l'Arizona, du Nevada ou encore de Californie, ne sont pas très loin. Las Vegas n'est qu'à 2h30 de route. Le temps d'une évasion, c'est tout à fait possible de venir y passer la journée. Ici, c'est le royaume des parcs nationaux américains, tant la nature a forgé au fil des millénaires. Leurs grands espaces qui s'étirent à perte de vue, creuser leurs roches friables, tailler leurs pierres en leur donnant des formes surprenantes. Ils sont nombreux, rivalisent d'attrait pour capter les touristes, car on ne peut évidemment pas tous les visiter. Ici donc, à Zion National Park, partout des cours d'eau, régulièrement à sec, serpentent au fond des canyons ou de vallées encaissées, insaisissables, où aucun homme raisonnable n'irait spontanément s'aventurer sans prendre quelques précautions. N'oublions pas que dans l'enchaînement des reliefs escarpés américains, orientés du nord au sud, du continent nord-américain, né il y a des millions d'années par le truchement des plaques tectoniques qui se sont heurtées violemment. Certains sommets dépassent tout de même les 2000 mètres. La route panoramique, qui a été baptisée Zion Canyon Scenic Road, qui démarre là, est desservie en belle saison, soit en gros de mars à novembre, par des navettes touristiques fréquentes, navettes qui effectuent de nombreux arrêts tout au long de l'itinéraire. L'initiative a bien été pensée pour réduire la pollution et toutes les tentations humaines. D'ailleurs, un sentier de randonnée, balisé et entretenu, plutôt connu des seuls randonneurs aguerris, est particulièrement bien équipé. Serpente entre des gorges profondes, des ressacs en ombre, des cumulus de pierres, tels qu'on n'en trouve qu'ici dans les montagnes américaines, des abrupts soudains et parfois vertigineux. Le sentier suit des falaises massifs de grès, couleur crème rose ou rouge, tant la roche est différente, généreuse, perméable et fragile. Là encore, c'est dangereux certes, il faut être équipé et sportif, accepter des dénivelés importants, savoir enchaîner certains passages très techniques. Mais vraiment, la récompense au bout de l'effort est là, suprême méritée.
Voici le moment de parler des histoires effrayantes vécues dans certains parcs nationaux américains. Les États-Unis possèdent le plus grand nombre de parcs nationaux, immenses comme certaines de nos régions françaises. Ils abritent une faune et une flore riches et incomparables, dans une géographie complexe et souvent très diversifiée. Chaque année, que ce soit au beau jour mais aussi en morte saison, des centaines de milliers de visiteurs y affluent, y campent, s'y promènent, y prennent des myriades de photographies, s'extasient devant les merveilles et les mystères de la terre et de la nature. Et des mystères, assurément, il y en a dans tous ces parcs nationaux. Des phénomènes étranges, classés surnaturels pour certains, paranormaux, non conformes aux habitudes que nous avons, non expliqués en tout cas, s'y produisent toujours et encore. Parfois, lorsqu'un bruit étrange survient, alors que tout est calme, qu'on tombe sur une cabane en bois vermoulue abandonnée en pleine clairière, loin de tout chemin, on se croirait en pleine période d'Halloween. Alors, n'ayons pas peur et osons y entrer. Le parc national de Yosemite. En plein milieu du massif montagneux de la Sierra Nevada, en Californie, tout là-bas, dans le Grand Ouest américain, jadis encore sauvage, le parc national de Yosemite, avec ses 3000 km², est le troisième plus ancien parc américain, puisqu'il a été ouvert en 1890. Sa géographie complexe et bouleversée, son climat chaud et aride, très particulier, sa végétation qui s'est adaptée à ses rigueurs et ses amplitudes extrêmes, est foisonnante et singulière. Il est logique que des rapports de phénomènes paranormaux aient très tôt été rédigés. Dès la fin du XXe siècle, l'un des tout premiers gardiens du parc, Galen Clark, signala avoir observé des gémissements étranges provenant du lac Grouse. Croyant qu'il s'agissait d'un chiot perdu, il n'y prêta tout d'abord guère attention. Mais lorsqu'il a demandé des renseignements à un groupe d'autochtones résidant dans leur campement, ils lui ont dit que les sons sont constamment émis par un jeune garçon qui s'est noyé ici il y a longtemps et qui, depuis ce temps, hurle après les passants. Il leur demande leur aide pour ne pas se noyer et s'enfoncer dans la vase du lac. Mais lorsqu'ils s'arrêtent, il les attire à lui sans qu'ils puissent résister. Et jusqu'à aujourd'hui, d'autres histoires macabres, proches de celle-ci, sont toujours encore colportées sur cette région maudite. Nous reviendrons plus tard sur d'autres histoires dans le parc national de Yosemite. Le parc national du Grand Canyon. Ouvert en 1919, c'est le plus grand parc national de l'État de l'Arizona, dans le Grand Ouest américain, niché entre les immenses et les hauts sommets de la chaîne des montagnes rocheuses et les grandes plaines agricoles. Son originalité vient essentiellement de l'érosion qui, durant des millions d'années, a façonné lentement mais irrémédiablement ces couches successives de roches friables et tendres, aux couleurs extraordinaires, étagées en strates successives sur des hauteurs vertigineuses. Un véritable réseau de canyons, long de dizaines et de dizaines de kilomètres, avec des embranchements et des culs-de-sac, si et petit à petit formés pour la plus grande joie des grimpeurs, marcheurs, escaladeurs, trekkers. Dès l'ouverture officielle du parc national, en 1920, l'histoire dit qu'un père et son fils, partis en escalade et en trek, sont morts après avoir perdu pied sur l'itinéraire escarpé du Transit Trail, situé près du Grand Canyon Lodge. En apprenant la nouvelle de la mort accidentelle de son mari et de son fils,
La mère, bouleversée par ce drame et au chagrin terrible qu'elle savait ne pas pouvoir surmonter, décide de mettre fin à ses jours. On l'entendrait toujours hurler de chagrin et de désespoir sur le chemin baptisé depuis Wailing Woman, le chemin de la femme qui pleure. Toujours selon la légende, fidèlement rapportée cependant, la femme en cause aurait mis fin à ses jours dans le pavillon voisin dans les années 1920, après avoir appris que son mari et son fils étaient décédés dans ce terrible accident de randonnée. Vêtue d'une robe blanche, imprimée de fleurs bleues, elle flotterait toujours le long du Transit Trail, entre le lodge sinistre et le camping. Lors de nuits d'orage, elle pleurerait toujours et gémirait sur le sort de la famille qu'elle a perdue dans le canyon. Le parc national de Mammoth Cave. C'est un parc national américain. Il est situé au centre de l'État américain du Kentucky. On est là au centre du pays, aride, sec, chaud, immense et plat. Il abrite le système de grottes le plus étendu du pays, et connu d'ailleurs au monde, où affluent et coulent des dizaines de sources qui deviendront grandes rivières et fleuves impétueux, plus loin en surgissant en plein air. C'est, on s'en serait douté, l'endroit rêvé pour tous les spéléologues, explorateurs souterrains, curieux du dessous de la terre, amateurs de sensations fortes aussi. Car ici, on s'enfonce dans les entrailles de la terre, avec des puits sombres, des coudes presque à angle droit, des recoins, des siphons immenses et autres cavités immenses, elles aussi, découvertes au hasard des cheminements. Et ce seul parc national a généré, à lui tout seul, plus de 150 rapports de phénomènes extraterrestres. Ce qui n'est guère surprenant vu sa complexité géographique, sa fréquentation, son ambiance déjà mystérieuse dès l'entrée. Beaucoup de ces rapports émanent des gardes du parc national qui organisent des visites guidées et accompagnées, mais une histoire en particulier est célèbre et bien connue. Il s'agit du sort de Floyd Collins, un spéléologue, certes amateur, mais connaissant bien son affaire, qui s'est retrouvé, un jour, coincé par un rocher à l'entrée d'une cavité appelée Sand Cave. Immobilisé, pris littéralement au piège, souffrant terriblement, Collins attendit l'arrivée des sauveteurs, mais ce fut en vain. 4 jours plus tard, sans ressources, sans vivres, blessé, faible, un éboulement le scella définitivement à l'intérieur même de la grotte et y mourut de faim et de faiblesse généralisée. Son destin a suscité des affirmations selon lesquelles son esprit persiste encore et se manifesterait en particulier dans les passages sombres, mal éclairés, peu connus. Les rangers du parc national ont rapporté avoir vu des apparitions pouvant ressembler à des guides esclaves qui dirigeraient des visites organisées de grottes. Avant la guerre civile, mais l'observation la plus fréquente rapportée est bien celle de Stephen Bishop, un esclave que le site web du National Park Service décrit comme ayant été l'un des plus grands explorateurs que Mammoth Cave ait jamais connu. En effet, Bishop, qui est enterré dans l'ancien cimetière des guides, lieu situé non loin de la grotte, est souvent vu, dit-on du moins, lors de la visite des lanternes de Violet City, lorsque les rangers emmènent les visiteurs dans des cavernes éclairées uniquement par des lampes à pétrole. Au cours des années 1800, Mammoth Cave a brièvement servi d'hôpital de la tuberculose. Et les visiteurs qui se présentent ici peuvent encore voir les restes des cabines de consommation. Cabines rudimentaires où les patients admis séjournaient pour des temps plus ou moins longs.
Beaucoup, hélas, ne s'en remettront pas, mourant ici dans d'horribles souffrances, d'expectation en étouffement, leur pathologie étant bien trop avancée pour être utilement soignée. À l'extérieur de l'une de ces cabines sauvegardées se trouve une dalle de pierre où les corps des patients décédés étaient placés, en attente, avant leur enterrement. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Corpse Rock, un endroit où certaines personnes prétendent avoir entendu des fantômes tousser sans arrêt. Le parc national des Green Smoky Mountains. À cheval sur les États du Tennessee et de la Caroline du Nord, situé dans un quart nord-est du pays, c'est le parc américain le plus visité. Même s'il a ouvert tard par rapport à bien d'autres parcs nationaux américains, en 1940 seulement, son succès a été immédiat. 9 millions de visiteurs l'honorent chaque année de leur présence et de leur passage. La brume qui envahit souvent les sommets des Appalaches et le brouillard résiduel des fonds des vallées sont propices. C'est une évidence à toutes sortes d'histoires fantastiques et paranormales. Déjà du temps des Indiens, peuplant encore largement ces régions, une légende du peuple Cherokee tenait la côte. De campement en campement, puis de ville en ville, elle était racontée le soir autour du feu, ou dans les saloons enfumés et bruyants. Il s'agit de la hantise manifestée par une sorcière maléfique et bien mal inspirée envers les hommes appelés Spearfingers, dotés d'un long doigt pointu et acéré, qui parcouraient le long sentier du Green Norton Creek Trail. La légende prétend qu'elle se déguisait alors en grand-mère, affable et avenante, pour attirer à elle les enfants partis un peu trop loin des villages et campements, pour s'amuser ou glaner du bois et des plantes, et les entraîner loin de chez eux. Puis, à l'aide de son long doigt, tranchant en forme de couteau, elle les découpait chaque fois pour se nourrir de toutes les parties de leur corps, notamment le foie qu'elle adorait. Légende pour certains, conte de soirée pour faire peur aux enfants pour d'autres. Certains chasseurs affirment cependant l'avoir déjà repérée et croisée sur ces sentiers perdus lors de bivouacs. Il y a aussi, dans le flot de ces légendes mystérieuses rapportées et discutées, l'histoire d'un colon d'alors qui a été assassiné sur la rive nord du lac Fontana, alors qu'il cherchait en vain sa fille égarée. Des randonneurs perdus ont signalé plus tard avoir aperçu une lumière mystérieuse sur les rives mêmes de ce lac mystérieux. Courageux ou intrépide, si vous voulez vous-même voir les lumières citées et marcher dans les montagnes mêmes où la sorcière Spearfinger aurait vécu, alors n'hésitez pas. Faites donc une randonnée sur le Norton Creek Trail qui vous mènera à plusieurs cimetières perdus et abandonnés. Ancienne plateforme, le sentier est encore utilisé ponctuellement lors des rituels, journée de la décoration, jour sacré où les familles des morts enterrés dans ces cimetières viennent décorer les tombes. Mais ne partez jamais seul. Le parc national est la réserve nationale des Great Sand Dunes. Ce parc national, agrandi plus tard une réserve nationale, est situé dans l'État américain du Colorado, essentiellement dans sa partie sud.
Sa particularité réside surtout dans l'aménagement et la protection des plus hautes dunes de sable américaines, atteignant un point culminant de 230 mètres par endroit. Tout récemment classé parc national et réserve à l'heure de la prise en compte de la biodiversité et de sa nécessaire protection, ce petit parc national d'à peine 600 km² offre cependant des joyaux de toute beauté à visiter. Ici, point de grotte mystérieuse où se perdre, pas de canyon vertigineux étendu à l'infini non plus, ni de forêt dense et épaisse. Entend les promeneurs imprudents et non avisés. Non, ici, ce sont plutôt des phénomènes d'objets volants non identifiés, des ovnis, qui ont été relevés et signalés. Car dans l'une des plaines abondamment sablonneuses du sud du Colorado, des lumières étranges apparaissent couramment dans le ciel nocturne. Le phénomène n'est pas rare, semble-t-il, et les observateurs de tout âge, puis amateurs ou professionnels déjà confirmés et bien équipés, se pressent dès lors, informés par le bouche à oreille qui fait fureur sur les routes et les champs pour les observer, les traquer, les photographier. Certains prétendent que ce phénomène a commencé il y a fort longtemps, dans des temps fort reculés, quand l'histoire des États-Unis n'existait même pas. On serait au tournant des années 1600, sans précision cependant. Là, des peuplades amérindiennes auraient enregistré pour la première fois avoir vu des objets étranges dans le ciel. De nos jours encore, des jets de lumière puissants sont aperçus, alliant des motifs estris à dessins à points aléatoires, contribuant encore au mystère de la région et du parc national. Ce parc national est donc devenu tout naturellement un hot shop pour amateurs de soucoupes volantes. En effet, plus de 60 observations d'objets volants non identifiés des ovnis, donc, ont été signalées dans et autour de ce parc national des Green Sand Dunes, et la région a même fait la une des journaux nationaux dans les années 1970. Avec une vague suspecte et inexpliquée de mutilations de bétail, non attribuées à l'homme. Ce phénomène se poursuivrait d'ailleurs encore aujourd'hui, mais de façon plus ponctuelle. Une tour d'observation a été dressée ici à 250 mètres d'altitude et le sommet des dunes reste très souvent propice à des observations surprenantes. Le parc national des fjords de Kenai. Ce parc national américain est situé tout au sud de l'État de l'Alaska, à la frontière canadienne. Là, compte tenu de la latitude, le froid est sévère et le vent balaie la côte sans interruption. C'est, dans son acception, la plus brutale mais la plus vraie aussi. L'Alaska dans toute sa splendeur. Abritant encore les derniers glaciers américains, au nombre d'une quarantaine tout de même, c'est une réserve de choix pour la faune et la flore locale, qui s'y développent harmonieusement et en nombre. C'est aussi une véritable biosphère préservée de la pollution et des attaques de l'homme. Et, naturellement, abritant des forêts fantômes immenses, où le passant est plutôt rare, forêt très souvent recouverte de ce limon glaciaire mortel, il n'est pas étonnant que nombre de légendes troublantes y circulent. Tout récemment, puisque c'est en juillet 1988 que l'histoire serait survenue, un couple de jeunes mariés, Adéana et Jay Dickinson, se seraient aventurés à aller draguer de l'or dans les vasières voisines de Turnagain Arm, un bras de rivière aurifère connu et déjà fouillé. Alors que leur VTT était pris dans la boue tenace et qu'ils tentaient de le pousser pour se sortir de là, Adéana, 18 ans à peine, s'est retrouvée soudainement coincée,
happé, aspiré vers le fond et s'est finalement noyé dans la marée montante. Jay ne parviendra pas, malgré ses efforts incessants, à la sauver. Les sauveteurs prévenus, en attente sur les vasières instables, ont malheureusement dû attendre l'étale de base mer, car il y a un phénomène normal de marée là-bas, pour atteindre enfin le corps de la jeune femme et tenter de la ramener sur la terre ferme. Elle était malheureusement décédée depuis plusieurs heures. Et depuis ce jour-là, on entendrait toujours encore un homme crier en vain à l'aide, demander du secours, désespérément, alors qu'il est seul à se battre contre la nature et ses éléments déchaînés. Sons et cris humains doublés des échos fantomatiques, d'un VTT coincé dans la boue, ou des halètements distincts d'une jeune femme se démenant, aspirée inexorablement vers le fond. Le parc mémoriel de Bloody Lane, dit aussi champ de bataille national d'Antietam. Depuis les années 1700, donc bien avant l'union et la réunification des États de l'Est, il y a eu de nombreuses observations de phénomènes paranormaux rapportés qui se seraient produits près du lieu appelé le Diable de Jersey, dans l'État américain du New Jersey et du Maryland. Un étrange animal y est évoqué, ressemblant à une créature proche du kangourou, mais surmontée d'une tête de chien. Dotée d'ailes du même type que celles des chauves-souris, avec des cornes et une queue fourchue. Il rôderait sans cesse dans les marais du sud du New Jersey et effraierait les gens avec son apparence hideuse. Des cris inhumains l'accompagnent en permanence et seraient en fait les âmes des soldats morts ici lors de la terrible bataille d'Antietam, douloureux souvenir de l'histoire militaire américaine. Car ici, le 17 septembre 1862, 23 000 soldats ont été tués, blessés ou portés disparus après une âpre bataille de 12 heures. Qui a mis fin à la première invasion de l'armée confédérée dans les États du Nord. Aujourd'hui encore, la route située en contrebas, connue sous le nom de Bloody Lane, autrement dit le chemin ensanglanté, serait hantée par les soldats qui ont perdu la vie. Des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu fantômes, alors qu'il n'y avait pas âme qui vive dans la région. Distinctement perçu des cris et des chants d'époque, et certains ont même affirmé avoir vu des soldats en uniforme confédérés paraître et disparaître brusquement, comme des apparitions ayant duré moins d'une seconde. D'autres visiteurs et passionnés racontant avoir vu des boules de lumière bleue se déplacer dans les airs, ressemblant peut-être à des boulets de canon d'époque, et avoir entendu des battements de tambours fantômes. Selon les historiens, de nombreux soldats tombés au combat ont effectivement été enterrés sous les ponts de cette route maudite. Les mystérieuses disparitions dans les parcs nationaux américains. Nous avons évoqué récemment les affaires effrayantes étant déjà survenues dans les parcs nationaux américains. Un échantillon de quelques affaires particulièrement tragiques nous a donné le tempo. Mais au-delà de ces affaires marquantes, certaines disparitions de personnes dans ces parcs nationaux américains revêtent elles aussi un caractère étrange et mystérieux.
au point que certaines personnes disparues un jour sans qu'on s'y attende n'aient jamais pu être retrouvées. Revenons donc ici sur certaines de ces affaires de disparition présumées inquiétantes qui confinent parfois à l'étrangeté et au surnaturel. Revenons très brièvement, pour bien situer le décor de nos travaux, sur les parcs nationaux américains. Ils sont nombreux, gigantesques, très variés et répartis sur tout le territoire américain. Rien d'anormal donc qu'il s'y passe au vu aussi de leur fréquentation et de leur amplitude d'ouverture toujours très large, des phénomènes étranges et que des gens y disparaissent. Le rythme de ces disparitions, dit-on, est même alarmant. Ainsi, depuis l'année 2016, donc en moins de 10 ans, une centaine de personnes ne sont jamais revenues de leur excursion ou de leur randonnée dans l'un de ces parcs. Pour certains chercheurs et scientifiques, ça fait beaucoup tout de même. Car les chiffres officiels, compilés par les autorités fédérales, parlent tout de même de 1180 personnes, des citoyens de nationalité américaine ou des touristes venus visiter le pays, ont été officiellement portés disparus dans l'ensemble des parcs nationaux américains entre janvier 2018 et actuellement à l'été 2023. Soyons cependant rassurés. Ce ne sont pas des zones de non-droit ou de tueries géantes, de règlements de comptes ou de massacres. Non, point s'en faut. Car fort heureusement, l'immense majorité d'entre elles ont été retrouvées saines et sauves, le plus souvent grâce aux recherches entreprises par les redoutables équipes de rangers des parcs, les park rangers, ou d'autres équipes de recherche et de sauvetage engagées. Quelques-unes d'entre elles étaient certes blessées, à des degrés divers, ou encore malheureusement décédées, soit par mis fin à ses jours, ou par accident, soit de mort naturelle tout simplement, soit encore d'épuisement, ayant présumé dans leur force. C'est arrivé, c'est certain. Les park rangers savent parfaitement à quel point il peut être difficile de trouver un seul être humain dans une zone aussi vaste, aussi escarpée, avec de si forts dénivelés, des rochers, des grottes, des fleuves, des lacs, des promontoires. Les corps sont non seulement difficiles à trouver, dans un paysage déjà perfide, mais aussi souvent exposé aux conditions météorologiques extrêmes, y compris le froid mordant l'hiver ou, à l'inverse, la chaleur desséchante de la belle saison, phénomène naturel reconnu pour accélérer la détérioration des organismes vivants. Dans les climats plus froids, les corps et toutes les preuves laissées sur place deviennent souvent plus difficiles à trouver, à mesure que la neige s'accumule et les fait disparaître. Et même si c'est insoutenable, les restes humains des personnes décédées sont également soumis aux dures lois des charognards et des animaux sauvages en général. Et bien sûr, ici protégés et surveillés, il y en a plein. Et encore une fois, à la décharge des rangers des parcs, même s'ils sont surentraînés et connaissent parfaitement leur terrain, de jour, de nuit, été comme hiver, il leur manque souvent des indices, des éléments précieux, de nature à orienter leur enquête et mieux guider leurs recherches. Car ils sont prévenus tardivement, souvent, trop souvent même, dirons-nous, et on leur donne que le minimum d'indications. Notons aussi qu'aux États-Unis, les recherches entreprises sont fondamentalement distinctes de l'enquête judiciaire, qui sera ouverte en cas de disparition ou de crime. Ce ne sont pas les mêmes enquêteurs, pas non plus les mêmes méthodes d'investigation, et ne comparons en rien avec nos pratiques européennes, voire typiquement françaises. Mais dans ce décombre macabre, un petit nombre de victimes, puisque maintenant ce sont des victimes aux yeux de la loi, n'a jamais pu être localisé, retrouvé, vivant ou décédé.
et aucune explication rationnelle n'a jamais pu être donnée aux parties quant aux circonstances réelles ou aux causes de la disparition. Voici, sans que la liste soit exhaustive, elle serait fastidieuse à établir, quelques exemples, choisis tout à fait au hasard, sans classement d'aucune sorte, liés à la gravité des faits ou tout autre indice de classement s'entend. L'un des disparus de ces parcs nationaux américains. Un homme était un randonneur aguerri, en bonne condition physique, dont le tout dernier message était destiné à son fils, lui disant qu'il était en route pour le parc national de Yosemite. On ne sait avec certitude qu'il a pénétré, mais dès lors, on ne saura plus rien de lui. Il n'a jamais été retrouvé, il n'y a eu aucun indice le concernant. Une autre personne, là aussi, un homme dans l'âge de la maturité, s'est brusquement retrouvé séparé de son groupe de marche lors d'une excursion d'une durée de 9 jours à travers le Grand Canyon, où la chaleur était étouffante. Oui, il a brusquement disparu au milieu de ses compagnons de marche. Certes, mais son corps n'a jamais pu être localisé, ni retrouvé, et personne n'a rien vu. Étrange quand même, je dirais même très effrayant. Un jeune guide touristique fluvial, connaissant bien le fleuve Colorado, dans le parc national du Grand Canyon, et ses quelques pièges, à bord d'un canot sécurisé et bien équipé, avec encore toute la vie devant lui, a également disparu, subitement, lors d'un voyage de groupe. Son corps n'a jamais été retrouvé malgré une intense campagne de fouilles. Une autre disparition suspecte et sans réelle explication est Charles Lyon, qui n'a pas été revu depuis un peu plus de 2 ans. L'homme avait alors 49 ans. Il était originaire de Tyler, dans l'État du Texas. Il avait été vu pour la toute dernière fois dans un motel de la chaîne Best Western à Tusaia, dans l'État de l'Arizona, le 10 juin 2021. Sa voiture automobile a été retrouvée le lendemain sur la rive sud du Grand Canyon, vide, sans livrer non plus d'indices probants. La police a ouvert une enquête, mais cela n'a rien donné malheureusement. A-t-il mis fin à ses jours? A-t-il été kidnappé? Un changement volontaire de vie? On ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Un autre citoyen américain, un certain Jong-Kyung Wong, âgé de 45 ans, a connu un sort similaire. C'était en septembre 2017, lorsque sa voiture a été retrouvée garée sur la rive sud du parc national du Grand Canyon, en Arizona. Personne ne savait qu'il était dans cette région, et il n'en avait parlé à personne. Le mystère restera entier, car, à ce jour, il n'a jamais pu être retrouvé ou localisé. Un enseignant de l'État de Floride, Floyd E. Roberts, spécialisé en technologie commerciale, âgé de 52 ans au moment de sa disparition, a lui aussi disparu alors qu'il se trouvait dans le parc national du Grand Canyon, dans l'État du Colorado. C'était le 17 juin 2016, alors qu'il faisait une randonnée d'une journée avec un groupe lors d'une excursion organisée d'une durée totale de 9 jours, a annoncé la police. Il était tout au bout du parc national dans sa partie ouest, vers Kellytang. Il se dirigeait alors, suppose-t-on du moins, vers Shannon Spring. Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est que la région avait été sous l'emprise de très fortes chaleurs pendant ces quelques jours. Mais il n'était pas le seul dans le parc ce jour-là. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Il a disparu, il s'est volatilisé. Plus étrange et effrayant encore est la mystérieuse disparition du jeune Morgan Emmer, originaire de Cody, dans l'État du Wyoming, tout juste âgé de 22 ans. Nous sommes le 2 juin 2015, vers 16h15. Il fait beau et chaud, et Morgan guide alors un petit groupe de touristes dans une zone escarpée du fleuve Colorado, tout près de Pumpkin Street, lorsqu'il a subitement disparu. Les enregistrements vidéo dont disposent les park rangers
montrent que Morgan Emmer aidait clairement des clients à sauter dans l'eau depuis une falaise basse. On sait aussi que, lors de la brusque disparition, le dernier client avait terminé son saut et que Morgan Emmer, tout comme le guide principal, avait alors changé de position et sont sortis du champ d'enregistrement des caméras de surveillance. On retiendra qu'il y a eu un échange verbal assez court entre le guide principal et Morgan Emmer. Le guide principal venait de proposer à Morgan de prendre un peu de temps libre cet après-midi-là. Mais lorsque le guide principal s'est retourné, Morgan avait disparu. Il s'était complètement volatilisé. Il pensait qu'il était parti se reposer et récupérer des forces. Mais on ne le reverra pas. Le guide principal s'inquiétera le soir, ne voyant pas Morgan revenir pour le dîner. Cela ne lui est jamais arrivé auparavant. Il en était au 6e jour de l'excursion. Toutes les recherches entreprises par les membres de l'excursion, les sauveteurs mobilisés et la famille du jeune homme qui les a rejoints sur place ne donneront hélas rien. Malgré tous ces drames, ne vous empêchez pas de vivre, de partir en vacances et de visiter les parcs nationaux. Comme nous l'avons dit, des millions de gens, qu'ils soient américains ou étrangers, veulent voir les fameux parcs nationaux américains. Pour certains, c'est le rêve de leur vie. Pour d'autres, le début de grandes aventures, du rêve plein les yeux. Même si des scientifiques et des chercheurs, au-dessus de tout soupçon, se sont intéressés à ces phénomènes récurrents de disparition dans les parcs nationaux américains, rien ne dit que leur proportion est plus importante qu'ailleurs sur le territoire américain. Paradoxalement, comprenons bien que la force des parcs nationaux américains réside justement dans leur organisation parfaite et méthodique. Ils en ont l'âge et l'expérience. En effet, on sait avec précision que tout ce qui s'y passe, qui entre, qui sort, qui paie, qui vient seul ou accompagné, à pied, en transport en commun ou en véhicule automobile. Tout est cartographié, numéroté, noté, enregistré, archivé et puis classé. Ce qui n'est pas toujours le cas, soyons-en sûrs, des États fédéraux américains. Et ils sont 51 quand même. Parfois, tout simplement, par esprit de sagesse et de prudence, il faut avoir raison gardée. Ne partez jamais seul et partez toujours équipé. Voici entre autres une des disparitions qui m'a le plus marqué. L'affaire Lucas Renaud. Je suis de tout cœur avec ses parents et j'espère qu'un jour ils sauront la vérité. Certaines morts sont dues à des accidents ou à des concours de circonstances particulièrement malheureux. Dans l'affaire que nous évoquons ici, les faits apparaissent d'entrée comme étranges. En effet, la mort d'un jeune homme de 21 ans, parti en randonnée dans le décor magnifique et sauvage du Jura, a donné lieu à bien des débats et plusieurs hypothèses avaient même été avancées. Car on n'a retrouvé son corps que plusieurs jours après que sa disparition ait été signalée, ce qui, d'emblée, rendait aussi caduques certaines de ces hypothèses. Revenons donc sur la chronologie des faits, leur enchaînement fatal et les circonstances qui entourent la disparition, puis le décès de ce jeune homme sans histoire. Lucas Renaud est un jeune homme âgé de 21 ans, originaire du petit village isérois d'Iséo, en région Rhône-Alpes, et qui est en stage dans le Doubs, tout proche du Jura. Amateur de randonnée et de trek sauvage, il retrouve ici un terrain à la hauteur de ses souhaits sportifs. Et en ce mois de juin, il y a encore peu de monde sur les sentiers et les chemins. Titulaire d'un baccalauréat en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, filière STAV, Lucas passionné par les animaux, est depuis la fin du mois de mai en stage de soigneur au parc Polaire, un parc animalier en fait de Chaux-Neuve, dans le département du Doubs. Il est accompagné de plusieurs de ses amis, stagiaires eux aussi, pour cette randonnée d'une journée. Le mardi 10 juin 2019,
Ils partent donc sur un itinéraire qui doit les conduire vers les magnifiques cascades du Hérisson. Le site est magnifique, quoique un peu difficile d'accès, même s'il est surveillé et sécurisé. Ce sont ses amis qui, très inquiets de ne pas le voir revenir, avaient donné l'alerte en fin de journée. Lucas marchait en tête du groupe. Certains, justement, harassés et épuisés, ayant sans doute présumé de leur force le matin avant de partir, traînaient en arrière pour rentrer. Vers 17h30, Lucas appelle sa mère au téléphone pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Cela a bien sûr été vérifié. Une dernière photo prise à cet instant-là le montre de dos, descendant un escalier qui longe la rivière, le chien de l'un de ses compagnons de randonnée dans les bras. Ce qui se passe après est plus flou. Le groupe qui marchait sur les sentiers escarpés, l'un suivant l'autre, se serait en effet aperçu, en arrivant au parking du site de départ et d'arrivée, que Lucas, qui ouvrait la marche pour le retour, avait disparu. Et la nuit va tomber dans cette forêt épaisse et déjà sombre. La fraîcheur aussi est là qui glace tout le monde. Vers 22h20, Lucas aurait composé le numéro d'urgence, le 112. Un long appel de 8 minutes, enregistré par les secours, appel au cours duquel le jeune homme, par ailleurs pompier volontaire, aurait dit qu'il était perdu, ne retrouvait plus son chemin et qu'il avait très mal aux jambes. Avant que la conversation ne soit brusquement coupée, l'opérateur ne peut le rappeler. La communication n'aboutit plus. La géolocalisation n'est pas possible, la couverture par un réseau téléphonique étant inexistante. On peut, hélas, juste appeler au secours, si on sait où on est. Sinon, cela ne sert à rien en zone blanche. Dans la nuit même, les premières recherches sont lancées. Il s'agit essentiellement de patrouilles terrestres et pédestres, engagées tout azimut sur ces chemins, par les gendarmes et les sapeurs-pompiers du département du Jura. Puis, très vite, un hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie, équipé d'une caméra thermique, est déployé et balayera longuement le ciel au-dessus de la forêt où le jeune homme est censé avoir disparu. En vain. Au sol, jusqu'à 90 personnels de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, dont des spécialistes du peloton de gendarmerie de haute montagne, de rompus au secours, en montagne et plusieurs équipes cynophiles quadrillent la zone. Le dispositif infructueux sera progressivement allégé puis levé au bout de 5 jours. Les recherches vont se poursuivre dans le cadre du service normal, sauf si des éléments nouveaux apparaissaient. De son côté, la famille ne reste pas non plus inactive et ratisse le secteur avec un drone. Des battues citoyennes sont également organisées et conduites jusqu'au belvédère de la Dame Blanche et du Pic de l'Aigle. Une pétition réclamant le droit de savoir, mise en ligne, recueillera 1200 signatures. Un élément nouveau va apparaître. Le mercredi 26 juin 2019, dans l'après-midi. Porté disparu depuis plusieurs jours, un corps sans vie sera retrouvé par des randonneurs, tout près de la cascade du Hérisson, un haut lieu justement des randonnées jurassiennes. Le corps est très vite identifié, notamment au vu de ses effets vestimentaires reconnaissables, mais pas que, comme étant celui de Lucas Renou. L'ironie du sort veut que nous soyons là au pied d'un arbre, à peine à 30 mètres du sentier principal et à 500 mètres du parking de départ et d'arrivée. Là justement où ses amis l'attendaient en vain le soir de sa disparition. La thèse de l'accident est privilégiée selon le procureur de la République du parquet de Lons-le-Saunier, au vu des constatations minutieuses effectuées sur place par les enquêteurs judiciaires et les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie du Jura. Un bref communiqué de presse paraîtra donc le lendemain, le jeudi 27 juin, à ce sujet.
À la lecture du communiqué de presse du procureur de la République, les causes de la mort du jeune homme doivent être considérées comme étant naturelles. C'est sûr qu'à 22 ans, ça peut être que naturel. Les expertises médico-légales et toxicologiques demandées ont démontré l'absence de lésions traumatiques de quelque nature qu'elles soient et ne mettent pas en évidence de causes autres que naturelles liées à ce décès. Néanmoins, une enquête a été ouverte, selon ses instructions, pour découverte de corps et recherche des causes de la mort. Une autopsie est pratiquée sans délai, mais après plusieurs jours passés en forêt, le corps de Lucas était déjà trop abîmé pour que l'autopsie permette d'éclairer pleinement les circonstances du décès, voire ses causes exactes. En outre, une expertise toxicologique a décelé la présence de molécules médicamenteuses correspondant à un traitement prescrit à Lucas, mais dans les limites du dosage thérapeutique habituellement prescrit, ce qui a donc permis d'évacuer la thèse d'une mort par intoxication. Le mercredi 19 novembre 2019, en l'absence de résultats significatifs quant aux causes de la mort de Lucas Renou, autres que ceux citant cause naturelle, le procureur de la République de Lons-le-Saunier décide de classer l'affaire. Cela veut dire qu'il n'y aura donc pas d'autres investigations complémentaires sur cette affaire. Reçu justement à l'automne 2019 par le procureur de la République, le père du garçon, Dominique Renou, et sa compagne Magali Berger, accompagnés de leur conseil, maître Elsa Ganassia, ne se satisfont pas, et on peut les comprendre, de ces conclusions. Ils souhaitaient ardemment savoir de quoi était décédé leur fils. Ils sont très surpris d'apprendre que, malgré toutes les techniques d'investigation scientifique actuelles, on ne parvienne pas à déterminer les causes du décès de quelqu'un. Charlotte, la jeune sœur de Lucas, partage toute la peine et toutes les incompréhensions des parents. Elle était très proche de son frère. De leur côté, assistés de leur avocate, les parents avaient déjà déposé en août 2019 une plainte contre X pour non-assistance à personne en danger, afin de s'assurer que tout avait bien été fait pour retrouver leur fils de son vivant. Ils doutent un peu du travail acharné de recherche des gendarmes lors du signalement et fustigent le manque de contact régulier qu'ils ont eu avec eux au sujet de leur fils. Mais aussi et surtout, une façon pour eux de ne pas enterrer cette enquête judiciaire trop rapidement. Espérons qu'un jour, ils sachent la vérité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une suite. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.